Alors bonjour à tous. Donc moi c'est Sandrine, je suis aide-soignante au SIAD. C'est la première fois en fait que j'interviens. Alors je ne sais pas si je peux le régler. Très bien. Je vais le prendre, ça ce sera plus simple. Donc c'est la première fois que j'interviens comme ça au sein d'un colloque. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de le faire aujourd'hui, même si je suis assez intimidée. Donc je vais essayer de ne pas trop bégayer, de m'exprimer correctement sur justement un cas, en fait, un thème par rapport à tout ça, une situation bouleversante de ma carrière que j'ai pu rencontrer ces dernières années. Alors je vais vous présenter en fait une personne, une jeune patiente de 35 ans que j'aurais prénommée Lucie pour préserver son anonymat. Donc devenue tétraplégique incomplète suite à un accident de la route, donc suite à un grave accident de la route, avec à bord son mari et puis son fils de 15 ans. Donc tout en sachant que c'est son mari qui était le conducteur. Donc Lucie s'est retrouvée donc tétraplégique incomplète, une pathologie que moi j'avais jamais rencontrée dans mon métier. Donc à sa sortie de réa, Lucie a signé une décharge du Passori très très rapidement parce qu'elle ne supportait pas de se voir en fait en rééducation, éloignée de ses 5 enfants, parce que Lucie était maman de 5 enfants. Donc en fait, en rentrant à la maison, un nouveau quotidien s'accélère. Elle doit retourner vivre chez ses parents qui ont une maison pas du tout adaptée à la situation. 3 chambres pour accueillir donc un couple, 5 enfants, dont les grands-parents. Donc c'était déjà quelque chose de très compliqué à mettre en place. Parce qu'à domicile, en fait, on met en place des lits médicaux avec tout le nécessaire matériel. Donc la première fois donc, où j'ai dû effectivement intervenir, passer la porte n'était pas simple du tout. Je suis tombée sur des gens dans une grande fatigabilité, une grand-mère et une maman donc, qui auraient poussé les murs et déplacé les montagnes pour venir en aide à sa fille et à ses petits-enfants. Et puis ensuite, il a fallu franchir la chambre donc, de Lucie, et qui était avec un accueil en fait vraiment très perturbant parce qu'elle était couverte jusqu'au visage, fuyant mon regard, me disant bonjour avec beaucoup de froideur malgré tout. Donc moi en fait face à ça, il a fallu que je sache me placer, comment j'allais en fait commencer mes soins, l'aborder pour qu'elle ne se sente pas, minimisée en fait dans ce qui est en train de se passer. Et moi en fait cette étrangère qui intervient auprès d'elle, au logement de ses parents. Donc là, en fait, tout s'enclenche. Quand on arrive à domicile, il faut qu'on ait vraiment le sens de l'observation. Comment est-ce qu'on va travailler? Il faut mettre de côté ses appréhensions, ses craintes, ses doutes, ma sensibilité, mais qui, malgré tout, il faut que je la mette de côté, mais sans l'oublier, pour pouvoir prendre soin au mieux possible. Et donc Lucie s'est tout de suite montrée très directive malgré tout. Même si elle ne pouvait plus exercer ses gestes du quotidien au niveau de ses soins corporels, elle m'a tout de suite dit il faut faire ceci, cela, les affaires sont placées ici. Donc j'ai senti effectivement qu'elle voulait garder en fait une manière de procéder comme elle avait l'habitude de le faire quand elle pouvait effectivement toutes les actions possibles qu'elle pouvait faire avant. Et donc ça n'était pas simple. Donc j'ai suivi en fait, pour qu'elle garde quand même son intégrité, qu'elle prenne confiance en moi, parce qu'elle fuyait mon regard. Et du coup, suite à ça, j'ai ressenti donc une femme très affirmée. La confiance s'est établie en fait au fil du soin. J'ai ressenti qu'au niveau de la nudité, au niveau de la pudeur, elle avait, pendant toutes ces semaines en fait, d'hospitalisation, elle avait mis ça de côté. Et justement, je sentais qu'il fallait pas en faire trop. Pas trop justement la couvrir, la coucouner, c'était pas ce qu'elle attendait de moi en fait.
Et donc j'ai découvert une femme d'une grande résilience qui, dès le début, malgré que ça faisait que quelques mois que l'accident s'était produit, elle a commencé à me dire qu'elle voulait se battre. Mais ce qui a été assez étrange, et j'ai découvert, donc c'était une femme très coquette, et ce qu'elle voulait, ce qui l'importait énormément en fait, c'était de se refaire faire son eyeliner, c'était de se refaire faire la poitrine. Et là, du coup, j'ai ressenti vraiment que son corps de femme, c'était sa priorité. Et que c'était ça qu'il fallait pour le moment préserver sans parler d'autre chose. S'occuper d'elle de cette manière. Et puis au fur et à mesure qu'on a pu faire connaissance, au fur et à mesure des interventions, on a mis en place un lève-malade. Et en fait, Lucie supportait pas de se voir dans ce lève-malade. Elle se sentait vraiment complètement démunie face à tout ça. Son corps, dans ce lève-malade, elle disait que c'était une poupée de chiffon. Et donc là, après, justement, comment se placer en tant que soignant ? Est-ce qu'on doit effectivement, pour l'intégrité de la patiente, accepter ses souhaits pour qu'elle ait un regard sur son corps beaucoup plus joli, et nous oublier en tant que soignants ? Parce que les transferts fauteuil-lit, c'est pas toujours simple. Et en fait, effectivement, pendant des mois, on a décidé de porter Lucie, en fait, de plus utiliser lève-malade et de faire nos transferts pour qu'elle, en fait, se sente, on va dire, un minimum vivante, en fait. Donc tout ça s'est installé petit à petit, et puis tout doucement, elle souhaitait grappiller des soins un peu esthétiques, voilà, qu'on prenne de l'épilation, alors qu'à la base, c'est pas forcément notre sort. Et donc là, toujours pareil, le soignant, comment faire pour ne pas aussi passer un temps infini chez les patients, parce qu'on est là effectivement pour leur apporter le bien-être possible, mais on ne peut pas non plus passer 2 heures chez les gens. Donc il a fallu trouver un juste milieu pour faire comprendre qu'effectivement il fallait prendre soin d'elle, mais qu'on ne pouvait pas non plus dépasser certaines limites. Donc suite à tout cela, les choses ont eu quand même du mal à se mettre en place pour qu'elle comprenne effectivement. Et puis ensuite, elle a eu le souhait de prendre une personne à ses côtés à la journée, qui a pu en fait lui apporter tous ces soins, on va dire esthétiques, qui nous dépassaient nos fonctions. Donc aujourd'hui, en fait, le mari de Lucie est décédé. Donc elle a vécu un double drame suite à tout ça, sachant qu'il y avait une grosse conjugopathie entre eux, donc c'était très compliqué également. Elle vit dans le sud de la France et elle fait partie justement d'un groupe expérimental afin de tenter de recouvrer un maximum d'autonomie. Et donc je souhaitais clôturer par une expression que j'ai découverte en lisant. Et parce que je trouve que le premier regard justement qu'on a sur le patient quand on les découvre, quand on soulève la couverture, qu'on voit justement tout ce corps qui n'a plus toutes ses fonctions, je pense que ce premier regard est très important en fait pour eux. Et donc cette expression, c'est il y a des regards qui grignotent les ailes et d'autres qui donnent la force de les déployer. Et donc voilà, je trouve qu'elle a vraiment toute son importance, cette phrase. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je ne sais pas si je me suis super débrouillée, mais voilà. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi c'est Nadia Lepreux. C'est difficile de passer après Sandrine. Moi je suis beaucoup plus scolaire, donc je vais vous présenter un cas. Le cas d'un monsieur qui m'a beaucoup touchée aussi dans ma carrière. Au départ l'aspect de son corps effectivement, ce qui aurait pu être quelque chose de difficile, mais qui en fait est devenu une relation entre lui et moi, ainsi qu'avec mes autres collègues, j'imagine. Ce monsieur, ce sera Monsieur J.
L'univers de Monsieur J était digne du roman de Stephen King, Misery. Un univers glauque et malsain. L'âge de Monsieur J, 59 ans. Sa maison sale et froide. Sa femme, fébrile et mielleuse. Le couple, victime d'une conjugopathie. Les enfants, des relations disloquées. Leur plus jeune fille de 15 ans vivait chez eux et prodiguait avant notre intervention les soins à son père, ce qui accentuait ce côté malsain. Sa chambre, je devrais dire son lieu de séquestration, tout au fond d'un sombre couloir. Il ne m'a pas été possible à ce moment de dissocier ce contexte d'un jugement de valeur qui n'aurait pas dû exister chez moi en tant que soignante. Mais après tout, on reste des humains et se plongeons dans une réalité qui dépasse l'imagination était plus fort. Il m'a fallu pousser cette porte de chambre en même temps que pousser mes appréhensions vers l'extérieur, talonnée par sa femme qui devait me présenter l'homme et le matériel. Lorsqu'elle fut partie, Monsieur J se présente plus confidentiellement. Vous voyez, j'ai raté ma vie, mais j'ai aussi raté ma mort. Ça glace le sang. Je n'oublierai jamais ces paroles, car a priori, tout était dit, et on pouvait s'en arrêter là. Parce que Monsieur J, à la suite d'une TS par intoxication médicamenteuse, ne paraît être qu'une moitié d'homme, amputé de ses 2 jambes jusqu'au bassin. Et je devrais, au moment voulu du soin, découvrir cet aspect physique qu'on imagine seulement dans un mauvais roman, et s'approprier ce corps mutilé. Il faut alors, en un instant, juste après cette présentation douloureuse, capter des dizaines d'informations, les digérer, les traiter, les humaniser et répondre à mon propre questionnement, dépasser mes appréhensions et trouver la juste attitude. Est-il dans l'acceptation de son handicap? Comment vit-il sa privation de virilité? Comment relie-t-il cette amitié, cette moitié de corps, avec un esprit entier et une personnalité? Et comment, moi-même, vais-je pouvoir relier le tout? Aucun ordinateur, même doté de l'IA, ne peut synthétiser tout ça. Je dois me concentrer sur l'esprit et ce qui se dégage de la personnalité de cet homme. Celui-ci est plutôt chaleureux et se moque de lui-même. Il se compare à un ver de terre. Une attitude plutôt rassurante pour moi. Je m'en remets donc à celle-ci, car en fait, c'est le patient qui va me guider entièrement dans l'appropriation de ce corps dégradé. Pendant la toilette, on fait connaissance. Son attitude, le contenu de la conversation, même si dans les premiers temps elle est faite de tout et de rien, la gentillesse de l'homme, sa personnalité, son passé, les échanges sur nos vies, font de Monsieur J, même privé de ses 2 membres, un être à part entière. C'est cette alchimie qui aide à penser le corps pour penser le corps, et à ce moment-là, le mot penser est inversé. Il faut d'abord penser le corps et le relier à l'homme pour pouvoir ensuite soigner ce corps. Mon rôle est-il de maintenir son identité propre ou bien dans nos relations en créer une nouvelle? Peu importe, à travers l'humanitude, la bienveillance, l'empathie et le respect, Monsieur J se sent estimé pour lui-même, sans jugement, juste l'écoute d'un homme entier qu'il reste à travers sa personnalité et son vécu. Je me souviens d'un échange un jour avec une personne qui me parlait d'une amie commune qui était obèse. Cette personne la voyait obèse. Je me suis entendue lui répondre « Mais Danielle n'est pas obèse ». Simplement, je m'intéressais tellement à ce qu'elle était intérieurement, avec toute sa personnalité, ses qualités, que j'avais complètement occulté l'enveloppe corporelle de la belle personne qu'elle était à mes yeux. Et il en a été de même pour Monsieur J. Je ne voyais plus son corps, mais seulement son esprit et le personnage plein de courage qu'il était. C'est le rôle propre de la soignante que je suis de construire une relation de ce type. Alors, lorsque pour la première fois j'écarte le drap pour la toilette intime, tout est désacralisé. La peur, l'appréhension, le contexte. Notre relation durant 7 ans de soins est devenue unique, tout comme elle a dû l'être avec chacune de mes collègues. Et je me devais de refermer la porte de sa chambre en partant, avec la sensation de lui avoir apporté un moment de bien-être et de valorisation. Nous avions créé un lien d'esprit, cette puissance incorporelle qui anime l'homme
et qui lui permet de concevoir et de vouloir, et dont il est le maître par entière. Le corps mutilé ne devient plus qu'une enveloppe charnelle, et on en oublie les défauts et les aspects. Il devient alors respectable. Monsieur J est décédé en 2024. Merci à toutes les deux et de ce moment d'émotion et je retrouve là toute la qualité humaine de cette équipe avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années et notamment vous deux depuis si longtemps. Vous avez soulevé, je trouve avec des mots simples, la réalité du terrain, la question de l'aidant, la question du soignant, la question de l'intrusion au domicile. Le dilemme que l'on rencontre chaque jour entre les émotions des uns et des autres et le respect de l'autonomie où s'expriment les besoins du malade et puis ses priorités, que parfois on peut oublier parce qu'on a envie de penser PAN-SER. Tout ça, des témoignages de rencontres où on voit bien que c'est le souci de l'autre et la relation qui fonde le soin. C'est pas le soin qui va fonder le souci de l'autre, hein, c'est réellement l'inverse. Alors moi j'ai une question, avant de passer la parole à la salle. Dans votre quotidien, où la soignante intervient seule à domicile, vous êtes souvent seule, hein, parfois il y a des binômes, je sais bien, et vous êtes confronté seul à penser ce corps, PAN-SER. Comment faire équipe pour penser le corps, PEN-SER? Une question piège. Je sais que vous savez. Je dirais tout ça. Ouais. Moi, je dirais tout simplement en écoutant le patient, en fait, en observant, en restant sur ses habitudes de vie, faire au plus près de ce qu'il avait l'habitude de faire par la suite, en fait, voilà, en étant très à l'écoute. Et puis, de l'écoute. Et puis, se mettre de l'autre côté de la barrière. Moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais cessé de faire et que je cesserai jamais de faire, c'est me mettre de l'autre côté de la barrière, me mettre à la place, me mettre dans le lit, justement pour jusqu'au bout, en fait, pouvoir prodiguer des soins que j'aimerais que moi, on m'apporte aussi, quoi. Si toutefois, c'était moi qui devais être dans le lit. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est de voir le patient dans sa globalité, d'intégrer sans jugement ce que je décrivais tout à l'heure, et que j'ai pas su faire au dernier moment, intégrer sa vie, son lieu de vie, son entourage, et puis surtout être à son écoute aussi, bien évidemment, l'observer, et puis beaucoup discuter et agir avec son cœur et ses tripes. C'est ce que j'essaye de faire depuis le premier jour de mon travail, depuis 21 ans. Et voilà, c'est laisser parler son cœur, ses tripes. Voilà.